on a l'habitude des fois de voir des success stories. Quand les gens ils te disent il a commencé dans son garage. Déjà, le gars a un garage. Ouais. Déjà, le gars a un garage. Moi, j'aurais bien aimé commencer dans... Moi, les cartons de chez B que j'ai reçus au départ, ils étaient dans ma chambre. Ouais. On est parti. Mademoiselle Célia, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro. Sois la bienvenue. Merci le podcast beaucoup. des ambitieux. Est-ce que tu te considères comme une ambitieuse? Bien sûr. Ouais. Hein, sinon, je serais pas là. On sait jamais. Il y a des gens, tu vois, quand tu leur poses des questions, ici. voilà, ils commencent à douter. Non. Ils disent non, moi, tu vois, ils minimisent un peu le truc, tu vois. C'est pas leur place. C'est pas leur place et c'est ta place. Donc, toi, t'as une grande ambition. Exactement. Ok. Bah, c'est quoi ton ambition alors? Alors, ma grande ambition, moi, c'est le sommet. C'est vraiment d'atteindre... En fait, c'est viser l'impossible, clairement. J'ai pas de limite, en fait. Que ce soit personnellement ou dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc là, déjà, avec Cheb Air, déjà aller très, très loin. Ouais. Et Mais très, très loin, c'est où? C'est ça, en fait, le truc. Parce qu'il y a des milliards de manières de réussir pour moi, tu vois. Et on peut faire des tas de choses différentes. Toi, c'est où tu te dis, voilà, là, quand je serai arrivé là, je pourrais dire quand même que j'ai fait du bon taf, tu vois. Quand je réussis à toucher le plus de monde possible et que les personnes sont vraiment fières et éveillées par rapport à leur nature. Éveillées, ouais, c'est-à-dire parce que je pense que là, on est dans une période où les gens sont en train d'essayer d'accepter qui ils sont. D'accord. Et pour moi, accepter qui tu es, c'est pas être éveillé à qui tu es. Tu vois, quand tu acceptes un handicap, tu vois, ça, pour moi, c'est un problème, tu t'acceptes. Mais quand tu es éveillé, c'est que tu te rends compte, en fait, de qui tu es. Et du coup, t'as rien à accepter, en fait, au final. Tu es, c'est tout. Voilà, tu es. Et pour moi, c'est vraiment l'objectif avec Cheb Air. C'est pas juste des produits capillaires ou autres. C'est vraiment un éveil que je cherche à provoquer. Un éveil à quoi, alors? Un éveil à notre grandeur, qu'elle soit naturelle, physique, psychologique, spirituelle. Ouais. En tout, en fait, qu'on est des êtres humains et qu'on est fort. Ok. On est fort en tant qu'être humain, en tant que noir, en tant que femme, en tant que quoi? En tant que tout ce que tu as dit. Ah ouais? En tant qu'être humain, déjà, en tant qu'être humain, j'estime qu'on est très fort. D'accord. Et en tant que femme, on est très, très forte. En tant que noire, on est très, 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 très forte. D'accord. Donc non, oui, vraiment, en tant que chaque chose qui nous caractérise, en réalité, de toute façon, sont des forces. D'accord. Ok. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Célia Just Valerius, fondatrice de Cheb Air, 27 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Afro-caribéenne. Ouais. D'où? Guadeloupe. D'accord. Un peu Martinique, mais surtout Guadeloupe. Ok. On va attraper mon col. T'as grandi là-bas, grandi ici? Non, je suis née dans le 91. D'accord. À Évry. Voilà. Capitale des Lascars aussi, Évry, un peu. On va dire ça. 91, on connaît, hein. Vous êtes bien sur la carte maintenant. Ouais, on bien connaît sûr, bien, on tu est vois. bien. Ouais. Ah oui. Ça... Non, mais. Non, je te taquine. Non, franchement, il y a aussi des pépites quand même dans le 91. Bien sûr, mais c'est pas ce que je disais. Quand je disais capitale des Lascars, c'est pas. C'est des pas bons négatif. Lascars. Bah oui, c'est voilà. des bons Lascars. Bon, ok. Et en quoi est-ce que tu penses que. Est-ce que tu penses d'ailleurs que ton environnement, donc le coin où tu as grandi, Évry, ça a un impact sur ce que tu es aujourd'hui? Énormément. D'accord. Énormément. Déjà, le fait de devenir de quartier populaire, pour moi, c'est une force énorme d'ailleurs. D'accord. Parce qu'on est des persévérants. Je pense que justement, ça forge énormément en fait, de grandir dans ce type d'environnement-là. Bon, je dis pas que j'ai connu la guerre non plus. Hein. Ouais. Évry, ça va, tu vois, c'est calme. J'allais dire capitale des Lascars, tu vois. Non, ça va. Mais en soi, voilà, le fait de grandir dans un environnement comme ça, je pense que quand tu as l'éducation aussi derrière vraiment engagée, où tu sais que tu veux sortir de certaines choses, t'as la mentalité qui suit forcément. D'accord. Et je pense que c'est une force énorme. Tu pourrais dire que, est-ce que tu dis que le fait de grandir en quartier, ça fait que ça te rend plus résilient, ça te donne
plus de force pour surmonter tous les obstacles. C'est ça, et puis surtout la débrouillardise. T'as toujours une solution. D'accord. J'ai jamais vu ça. Pour moi, les personnes de banlieue, que ce soit 91, n'importe où, on est des gens, on a tout le temps une solution. D'accord. Pour tout. Et je pense que de toute façon, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. De toute façon, ça a apporté une solution. Ouais. Donc, c'est clairement ça. D'accord. Et dans ton histoire, est-ce qu'il y a un événement, un élément ou une anecdote où tu t'es dit, tu vois, ça là, j'y arrive parce que je viens de quartier. J'ai réussi à faire ça parce que au quartier, j'ai appris ça. Non, pour moi, c'est ce que je suis. C'est tout le temps, en fait. Enfin, je m'en rends pas forcément compte, je pense. Mais c'est tout le temps. Déjà, l'audace. Je pense que déjà, on est des audacieux. D'accord. Ne serait-ce que déjà, mon école de commerce. Je me suis inscrite. Je savais très bien que j'avais pas l'argent. Ouais. T'as fait quelle école? J'ai fait Institut Mind Telecom Business School. C'est des écoles d'ingénieurs de base, mais ils ont fait aussi une école de commerce en même temps. Ouais, Mind Telecom, bien sûr. Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui a fait ça? Mariam Diaye, je crois, elle a fait Mind Telecom. Ouais. D'accord. Et exactement. Et donc j'ai été là-bas. Quand je me suis inscrite, ils prenaient pas les boursiers. Alors que moi je suis boursière depuis que je suis née. Donc ils prenaient pas les boursiers, mais j'y étais quand même. J'avais pas du tout le niveau scolaire, enfin selon mes professeurs au lycée. Pour aller pour faire les concours, je me suis inscrite quand même. D'accord. Et j'ai réussi. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà rien qu'à faire cette école? Alors déjà, pour moi, il était hors de question que je fasse quelque chose qui ne me plaise pas après le lycée. Moi, je suis le genre de personne, si ça m'intéresse pas, je suis pas investie, si je trouve pas de sens à ce que je fais, je le fais pas. Déjà, il y a ça. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je suis quelqu'un qui est intéressé vraiment par tout. Mais tout. J'aime bien le bricolage et en même temps, je sais pas, j'aime lire, enfin, je sais pas, j'aime tout. Et c'est ce qui fait que je savais pas vraiment ce que j'allais faire après. Et le fait d'être dans une école de commerce, ça me permettait de toucher justement à plusieurs choses. Donc, que ce soit de la finance ou de la communication, ou ceci ou cela. Et surtout, j'avais des mauvaises notes. Et que c'était sur concours. C'est-à-dire que là, j'allais être prise si je réussissais le concours, on n'allait pas regarder mes notes d'avant. C'est pas sur dossier. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est la clé. Mais c'était vraiment un univers que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais même pas au courant. Alors, à cette époque-là, j'étais donc au lycée, mais je passais déjà mon code. J'étais en train de passer mon code, puisque je voulais avoir mon permis très tôt. Je passais mon code et à un moment, j'étais en train de parler avec une jeune fille. Et elle m'a dit, oui, j'ai une amie qui est dans une école de commerce. Je n'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Alors qu'en plus, dans mon école, ils savaient très bien le type de personne que j'étais. Et ils savaient que cette école-là existait. Parce que quand je suis venue leur dire que j'allais faire ça, ils m'ont dit, mais Célia, arrête, t'auras pas le niveau. Et j'ai dit, donc vous étiez au courant qu'il y avait une école de commerce déjà dans ma ville? Parce que du coup, c'est à Évry. Elle est à Évry? Elle est à Évry, l'école. Et elle est cachée. Et même les gens d'Évry ne savent pas qu'il y a cette école-là. C'est un campus et complètement, tu sais pas, si t'es pas dans le domaine, t'es pas au courant. C'est opaque. Et voilà, donc en fait, c'est comme ça que j'ai su. Mais même le fait de réviser pour les concours, etc., c'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée au concours, je me suis dit, je vais aller au talon. Et je savais pas, en fait. C'est même pas que... j'ai pas voulu faire la rebelle, en fait. J'étais pas au courant. C'était vraiment un milieu que je connaissais pas. Mais comment ça? Tu sais qu'il faut travailler pour réussir, quand même. Oui, je sais qu'il faut travailler pour réussir, bien sûr. Mais moi, j'ai vu les concours. Je me suis mise à me dire que je vais regarder comment ça se passe, etc. Peut-être une semaine ou deux avant les concours, alors que j'ai vu qu'il y avait des sessions pour aller à l'école de commerce directement et réviser avec d'autres élèves, etc. Je l'ai vu au dernier moment, tout ça. D'accord. Et parce que c'était pas un domaine que je connaissais et on nous avait pas parlé de ça. Nous, c'était soit université ou... Enfin, voilà, c'était pas... Ou BTS. Voilà, c'était... Tout le monde va là-bas. Voilà, c'est et donc, toi, tu l'as vu et tu te dis, je tente quand même. Voilà. Et t'as réussi. Voilà. Comment t'expliques que t'as réussi, alors? Ça veut dire que t'avais des skills qui étaient cachés? Moi, je pense que ça doit être ça. Parce qu'en réalité, j'ai jamais vraiment travaillé à l'école, mais j'ai toujours eu plus de la moyenne. J'ai jamais fait beaucoup d'efforts. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être voulu me cacher mon intelligence à ce niveau-là. Et donc, j'ai réussi des concours. J'étais très, très, très nulle en anglais. Et je me souviens qu'il y avait... donc, il fallait réussir les écrits, bien sûr. Et après, il y avait la partie orale. Donc, il y avait la partie personnalité, etc. Et la partie anglais. Personnalité, je me souviens, j'ai eu 19. Anglais, j'ai eu 2. Ah ouais. Et c'est ce qui m'a fait passer. Voilà. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Parce que tu vois, vraiment, même témoignage que Mariam Diaye de Broken World. Qu'est-ce que tu leur as dit pour avoir 19? Si tu dis, par exemple, voilà, je te ramène mon fils aujourd'hui, il veut rentrer à Mind Telecom et tu dois lui dire, tu dois l'aider à préparer l'oral. Qu'est-ce que tu vas lui dire de faire pour se préparer? Franchement, juste sois toi-même, hein.
sois toi-même, raconte ton expérience. Moi, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que quand j'étais plus jeune au collège, j'avais oublié. Quand j'étais au collège, en fait, je prenais des cours de danse. Okay. Ma prof de danse, elle a arrêté les cours. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, j'ai pas envie d'arrêter. Et ma mère, elle a dit, il y a pas de souci, on va faire une association et maintenant tu vas donner les cours. Ok. Et du coup, c'est comme ça que déjà, j'estime avoir mis un premier pas dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée... Tu as donné les cours, c'est-à-dire danse de quoi? Afro-caribéenne, donc bon, c'était des tours de gros cas, c'est des musiques traditionnelles de chez moi. Et en fait... je me souviens de ce jour où je rentre chez moi et je dis à ma mère ouais c'est fini et tout, et je fais ça vraiment depuis la primaire, hein. J'ai commencé à danser très très tôt. D'accord. Et à ce moment-là elle me dit écoute, si tu veux continuer à le faire tu vas continuer à le faire, c'est pas un problème quoi. Donc elle est partie, d'ailleurs ma mère qui est quelqu'un de très réservé et timide de base, elle est partie à la mairie, elle a demandé une salle, elle a réussi à avoir une salle gratuitement, et puis après on a continué, on a fait des démarches, on a recontacté des personnes avec qui, du coup, je dansais à l'époque, etc., pour recréer un petit groupe. Et après, on a commencé comme ça. Et donc après, on a fait une association par rapport à ça. On a fait des événements, on a même voyagé, enfin, on a fait plein de choses alors que c'était pas prévu, encore une fois. Et c'était juste parce que je voulais continuer. Et je pense que c'est aussi le fait que ma mère a montré qu'en fait si tu veux faire quelque chose tu le fais. D'accord. Et puis après on verra. Et c'est vraiment un mindset qu'on a, c'est que en fait des fois on a des projets, on va dire t'as pas l'argent ou t'as pas le temps ou t'as pas mais t'as envie, tu mets déjà la première pierre, tu commences à faire les démarches pour, et si c'est ce que tu dois faire, tu vas le faire. D'accord. Les événements vont arriver pour. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont voulu moi dans cette école. Et c'est intéressant parce que maintenant que tu en parles, je sais que Mariam, elle m'avait dit un peu la même chose que toi au final. Je sais qu'elle avait une excellente note, je me souviens plus combien, mais elle me disait que elle avait fait pas mal de petits jobs à côté, tu vois, pour préparer, pour vivre pendant ses études et des voyages. Et quand elle expliquait ça, tout de suite, son parcours avait une autre saveur que celle des étudiants classiques en vérité, tu vois. Et on peut dire que toi aussi, c'est ça, c'est que tu avais développé peut-être des connaissances en gestion de projet, tu as fait preuve peut-être d'un mindset qui fait qu'on s'est dit, ils se sont dit, elle, à l'école, elle va faire le taf. Et finalement, comment ça s'est passé à l'école? Mais t'étais bien, tu t'es senti comme un poisson dans l'eau, c'était dur, enfin, c'était comment? Alors, socialement, c'était compliqué au début. Ouais. Sinon, après, au niveau des cours, ça s'est très bien passé. Ça s'est très, très bien passé parce que du coup, c'était des cours qui m'intéressaient. Ouais. C'est des cours qui m'intéressaient et donc j'étais contente d'être là. Même t'as fait la prépa avant? Non, moi j'ai fait un bachelor, ça veut dire qu'en fait après le lycée tu vas directement en école de commerce. D'accord. Donc j'ai été directement là-bas et franchement au niveau des cours ça s'est bien passé comme je disais. Après comme tout le monde, un job étudiant. Ouais. Parce qu'il a fallu payer l'école. Forcément. Et j'avais pas les moyens de payer cette école. Je pensais même pas si je l'ai fait, c'est que je pensais quand même que j'avais des chances d'être prise. Mais après, t'avais pas réfléchi encore aux conséquences concrètes derrière. C'est comme je te disais, mais j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Ouais. Après, tu vois comment ça va marcher. Okay. Et donc, ça s'est bien passé. Job étudiant. Mais après, c'était très compliqué parce que, à ce moment-là, ma mère, elle était malade. Et ça fait que même un crédit étudiant, je pouvais pas avoir parce que, du coup, elle pouvait pas se porter garant. Ok. Parce qu'elle avait pas son salaire en intégralité. Et donc voilà, j'ai travaillé. Tu faisais quoi? J'étais caissière dans un cinéma. Ok. Mais tu sais, les petits cinémas de ville. Ouais. Où ça, là-bas, à Évry? À Ris. Ouais, parce que je suis Ris-Orangis. Ok. Et donc j'ai fait ça. Et en même temps aussi, je travaillais sur les marchés le week-end. Et t'arrivais quand même parce que tu faisais combien d'heures par semaine? De travail? Ouais. Franchement, je peux même pas te dire. Après les cours, en fait, c'est ce qui fait que ça a été aussi compliqué socialement. C'est-à-dire qu'après les cours, j'allais directement au cinéma. C'est ça. Et je travaillais jusqu'à 22, 23 heures. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Et après le week-end, soit je travaillais au cinéma, soit je travaillais sur les marchés. Et puis lundi, tu recommences. Et tu te rends compte que c'est encore plus un exploit, ce que tu as fait? Parce que il y a des stats qui disent qu'un étudiant ne doit pas bosser au-delà de 15 heures. Plus de 15 heures. Parce qu'au-delà de 15 heures de travail professionnel à côté de ses études, eh bien, c'est compromettre ses chances de réussite dans la formation qu'il est en train de suivre. Tu savais ça? Non, mais je te rends pas compte. Quand tu te rends pas compte, ouais, c'est ça. Mais t'as réussi quand même, tu vois. C'est en ça que je dis que c'est un exploit. Je sais pas si tu te rends compte. Et c'est ça que certains ne mesurent pas, en fait, tous les freins qu'on peut avoir pour réussir. Parce qu'en réalité, tu dois avoir soit une chance énorme,
soit des skills énormes pour pouvoir réussir. Et moi, je compte plus sur les skills que sur la chance, tu vois, pour pouvoir réussir. Et là, si tu as réussi à le faire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, j'ai envie de dire, tu vois. Parce qu'il y a des gens, leurs parents payent et eux, tout leur temps, c'est de bosser. C'est ça, ou de faire la fête. C'est pour ça que c'était compliqué de faire la fête. Socialement. Pourquoi? Parce que tu pouvais pas faire la fête avec tout le monde. Non, après, c'était pas le style de fête que je fréquente. Les écoles de commerce, on connaissait un peu. On connaît. Mais c'est-à-dire que déjà, même quand les gens essaient de créer des liens avec toi, et toi, t'as pas le temps, en fait. T'as pas le temps. Et en plus, t'arrives pas avec le même sourire que les autres le matin, t'es fatigué. T'as pas le temps de... Enfin, voilà. Ouais. J'imagine. Et moi, j'étais le genre d'élève, j'arrivais, je m'asseyais tout devant, je faisais mon cours, je partais direct. Donc déjà, ça veut dire que quand t'es tout devant, tu vois même pas, il y a qui derrière toi. Ouais, tu parles pas avec les gens. Ouais, tu parles pas avec les gens. Et j'étais vraiment comme ça. Mais j'étais pas insociable, hein. Ouais. J'ai quand même créé des petits liens. Mais c'est vrai que c'est pas la partie de ma vie où j'avais pas de vie sociale en réalité. Même en dehors de tout ça. Et en même temps, voilà, c'était tellement compliqué au bout d'un moment que il a fallu trouver une solution supplémentaire. Et c'est là qu'aussi arrive Cheb Air. Ok. J'étais dans l'obligation de partir à l'étranger. D'accord. À cause et grâce, j'aime bien dire à cause et grâce de mon diplôme. Ouais. Parce que c'était un diplôme international. En fait, j'ai eu un double bachelor. Donc, je suis partie en Irlande. Mais qui dit partir à l'étranger dit ne plus pouvoir travailler à côté. Donc, le cinéma, c'est fini. Le marché, c'est fini. Forcément. Et là, c'est grâce à Cheb Air. Si j'aurais pas eu Cheb Air, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Honnêtement, je sais pas comment j'aurais fait. Vas-y, explique. Jour 1 déjà de Cheb Air. Jour 1 de Cheb Air. Tranquillement dans ma chambre, 1h du matin, je regarde un reportage sur le Tchad. Ok. Je vois des femmes magnifiques avec des cheveux crépus, magnifiques et super longs. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça, surtout en Occident. Totalement. Surtout en France. Encore aux États-Unis, mais et encore, on va dire, c'est les réseaux sociaux, mais t'en croises pas partout. Je vois ça, je vais voir ma mère directement, je lui dis là, faut faire quelque chose. Elle m'a dit, débrouille-toi, je te donne toutes mes économies. Elle m'a donné toutes ses économies. Elle m'a fait confiance. Et là, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais pour entrer en contact avec la personne qui avait fait le reportage. J'ai envoyé des mails. J'ai passé des coups de fil. Attends. Ta mère, tu lui proposes un projet. T'es né enfant unique? Non, j'ai une grande sœur. Ok. Donc, tu proposes un projet à ta mère. Tu lui dis, voilà, j'ai vu une vidéo, je veux me lancer dans les produits à base de Cheb. Voilà. Et elle dit, tiens, je te donne toutes mes économies, vas-y, fonce. Ah, mais c'est comme l'association. Je vais la voir, je lui dis, j'ai envie de danser. Elle me dit, tu vas danser. Ma mère, elle se prend pas la tête. Elle est comme ça. Si tu veux faire, tu fais. Et ouais, je fais tout pour rencontrer cette personne. D'accord. Les réseaux sociaux, les boîtes mail, il y a des fois il y a des adresses mail, j'ai même essayé de les inventer, mais peut-être que c'est ça, j'ai harcelé. J'ai réussi à rentrer en contact avec un membre de sa famille. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et donc après voilà, j'ai pu commencer. Je sais pas, en fait, ça a été vite après. Tu lui dis quoi? J'ai envoyé un message, j'ai dit, j'ai vu le reportage, je veux absolument en discuter avec toi parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme par rapport au Cheb et que je pense que déjà moi-même j'en avais besoin parce que mes cheveux étaient dans un état. Ok. Mais un état. C'était défrisé, tout ça. En plus, moi, ce que je faisais à l'époque, c'était des tissages ouverts. Donc, c'est horrible pour les cheveux. C'est-à-dire que donc, tous tes cheveux sont nattés. Tu mets des tissages. Après, tu couds dessus. Et en fait, voilà, tu couds. Et en fait, pour que ça fasse naturel, tu laisses une partie de tes cheveux à toi, à l'extérieur. Et ça veut dire que, par exemple, tu vas faire une raie au milieu, tu vas défriser uniquement la raie au milieu. Ça veut dire que même quand t'enlèves ton tissage, t'as tous tes cheveux crépus autour. Et t'as ta raie qui est lisse, là. C'est ridicule. Et ça abîme tes cheveux, mais laisse tomber. Et j'avais des cheveux, voilà, dans un sale état. Et j'avais envie, en fait, de prendre soin de mes cheveux parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui, même si je faisais des tissages, je mettais des perruques, etc., j'ai toujours aimé mes cheveux, j'ai toujours aimé les cheveux afro dans leur globalité, les cheveux texturés, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais parce qu'on me dit qu'aux Antilles, le tissage, c'est pas trop ça. Non, pas du tout. Ils aiment pas trop les tissages aux Antilles. En fait, aujourd'hui, ça a changé. Mais on va dire que, voilà, il y a 10 ans, moi, je faisais des tissages, etc. Je sais que la communauté caribéenne, on est des personnes qui, soit on défrise nos cheveux, soit on a nos cheveux naturels. Mais on aime beaucoup nos cheveux, ça va, enfin, c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux, quand même. Si on a les mêmes cheveux, faut arrêter. Excuse-moi. On a les mêmes cheveux. Déjà, regarde mes cheveux. Là, j'avoue, mes voix, ils sont vraiment crépus de ouf. Voilà, ils sont crépus de ouf.
Non, c'est pas mauvais, mais c'est vrai, ils sont vraiment... Non, mais je rigole de moi-même parce que je disais que vous n'avez pas les mêmes cheveux, alors que toi, t'as les mêmes cheveux. Mais oui, j'ai les mêmes cheveux. On a les mêmes cheveux. Il y a aucune différence. Non, parce qu'on a l'habitude, tu vois, de voir les gentillesses curly et tout. J'ai l'impression que c'est ça qu'on voit beaucoup plus. Bah, en fait, c'est comme si quand on te dit les Brésiliennes, elles ont les cheveux curly, alors que les Brésiliennes, elles sont noires et elles ont les cheveux crépus. Ouais. C'est juste, voilà, c'est une communauté qu'on veut mettre en avant. En Guadeloupe, il y a des Indiens, il y a des Noirs, il y a de tout. On est très riche. J'ai dit une bêtise. Voilà. Et donc, non, j'ai les cheveux crépus. Okay. Voilà, bien crépus. Et donc voilà, on a les mêmes cheveux. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on est une communauté qui porte nos cheveux et qui sinon défrise énormément les cheveux. Ouais, beaucoup de défrisage. Donc toi, tu défrisais, au début. Ouais, voilà, j'ai tout fait. D'accord. Et tout ça parce que finalement, comme beaucoup de filles, parce que la dernière fois, je suis allé voir Je suis noire, je suis belle, tu vois. Oui, je suis allé le voir. Et quand on discutait avec les filles, on se disait, mais j'ai l'impression que ça, c'est un combat d'hier, tu vois, que peut-être dans les années 2000, on avait ce problème, mais depuis quelques années, on a gagné, j'ai l'impression. Et en fait, toi, tu dis que c'est encore ce problème. On a encore le problème. Étant donné tout ce que je fais par rapport à Cheb Air, je me rends compte que non, on n'a pas terminé, ne serait-ce que même dans le vocabulaire. Dans notre vocabulaire, il y a trop de choses. D'accord. Et après, comme je disais, moi, par exemple, je pense que je suis un bon exemple d'ailleurs à ce niveau-là. J'ai toujours aimé mes cheveux. J'insiste bien sur ça. Et pourtant, je les ai défrisés. Ouais. Tu vois. Et pourtant, j'ai mis des perruques, etc. Donc déjà, j'ai une grande sœur, comme je disais, comme tout à l'heure, on a 9 ans d'écart. Okay. C'est-à-dire que moi, quand ma sœur, elle était adolescente, elle commençait à défriser ses cheveux. Moi, je voulais juste faire comme ma grande sœur déjà. Okay. Déjà, ça a commencé comme ça. Je voulais juste faire comme elle, c'est tout. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à défriser mes cheveux. Ensuite, j'ai fait tout ce qui va être mèche, piqué, lâché, etc. Parce que c'est ce que ma mère, elle faisait. Donc, je voulais faire comme elle. Donc, en fait, déjà, il y a la représentation. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu fais des choses, tu sais même pas pourquoi tu les fais. Oui. Mais tu le fais parce que voilà, ta mère elle le fait, ta sœur elle le fait, tu veux le faire. Ouais. Et après voilà, j'ai continué comme ça. Après, il y a eu le moment aussi quand même où j'arrive en école de commerce et je me rends compte que je suis dans un monde qui a rien à voir. Je suis dans une classe où il y a pas de boursiers, donc ça veut dire que j'étais la seule femme noire de ma classe, je crois. Il y avait un autre noir, c'était un garçon. C'est ça que j'allais te poser parce que boursier et noir, c'est pas, tu vois, c'est il y a pas des méchant, noms noirs qui sont... ouais, c'est grave cliché ce que je viens de dire. C'est pas grave. C'est grave cliché. Mais bon, voilà. Et du coup, je me rends compte aussi que je fais face à... en fait, je me remets en question aussi par rapport à mes cheveux. Et il y a un moment où je me dis, par exemple, je me rappelle quand il y avait des soutenances, c'est des questions que je me suis posées, je me suis dit, imagine mes profs en face, ils sont racistes, il faut pas que j'ai les cheveux crépus. Et je le pensais vraiment, alors que j'aimais mes cheveux, mais juste que je voulais pas être pénalisée par rapport à mes cheveux. D'accord. Et alors que voilà, je sais que j'étais une jeune fille très intelligente, que mon travail était très bien fait, et je voulais pas me retrouver en face de quelqu'un qui pourrait... Et c'est même pas arrivé, c'est pas arrivé, c'était juste moi et dans ma tête, c'est tout. Okay. C'est pas arrivé. Et je me souviens que même à ce moment-là, je savais que par exemple, je pouvais avoir, je sais pas, moi je vais faire des chignons toute la semaine, dès que la soutenance arrivait, perruque lisse, direct. Et mais c'était voilà, ça c'est des freins psychologiques qu'on se met tout seul parce que voilà. Mais t'as jamais été confronté à des gens qui t'ont dit ah non tes cheveux comme ça c'est pas bon. Toi, mais si. Tu as vu quand même. Bien sûr, bien sûr. Okay. Mais après ça reste quand même personnel dans le sens où j'estime que les moments où j'ai le plus vécu ça, c'est le moment où moi-même j'ai eu des difficultés à me dire là tu commences à mettre tes cheveux dehors. À dire c'est quand dans ta tête tu te dis ok je le fais. Parce que, comme je disais, moi, après, au bout d'un moment, quand je mettais des perruques, c'était pourquoi? Parce que mes cheveux étaient dans un mauvais état. C'était pas pour cacher ma texture ou quoi que ce soit, c'était parce que mes cheveux étaient dans un mauvais état et j'avais envie d'être bien coiffée. Ouais. Voilà. Après, j'ai commencé justement avec Cheb Air à prendre soin de mes cheveux. Il y a eu une évolution significative. Mes cheveux sont beaux, mes cheveux sont, voilà, ils sont hydratés, ils sont crépus, je suis contente. Je ressors mes cheveux. Ouais. Et là, il y a toutes les personnes qui m'ont connue depuis toujours avec des cheveux lisses et qui me disent mais c'est là tu fais quoi en fait? Mais clairement, on me l'a dit comme ça. On me l'a dit comme ça. Tu fais quoi? Genre remets tes perruques s'il te plaît. Genre arrête. Ah quand même. On me l'a dit. Et moi, cette transition, et c'est le moment où toi-même tu commences à sortir avec tes cheveux. Tu sais pas encore, t'as pas encore trouvé la coiffure qui te plaît aussi, parce que tes cheveux du coup faut savoir les coiffer. À dire que ok t'as ta texture et tout, tu l'aimes, mais maintenant comment tu te coiffes, comment tu t'en prends soin au quotidien. Ça veut dire que moi je sors, je sais pas encore comment je me coiffe. Genre je trouve des coiffures approximatives qui me plaisent, mais bon voilà. Et il y a les gens derrière qui te disent ouais mais t'es en train de faire quoi, remets tes cheveux, etc. Et moi je le fais, mais je le fais sans être vraiment sûre de moi, sans
vraiment avoir confiance en moi, même si j'aime ce que je suis. Et j'estime que les personnes se permettent de te parler comme ça quand t'as pas confiance en toi. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a personne qui me dit Célia, remets ta perruque. Au contraire, même les gens qui m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu fais avant, là, remets tes cheveux. Mais aujourd'hui, ils utilisent mes produits. Ouais. Mais c'est aussi parce que ce que tu veux dire, c'est que toi, à un moment, tu as assumé de le faire. Et quand tu as assumé de le faire, même toi, tu commençais à mieux maîtriser. Et c'est devenu beau même pour les autres. C'est ça quand que tu veux dire. Quand tu as confiance en toi, non, même si c'est pas beau pour eux, ils vont pas venir te le dire. À partir du moment où tu as confiance en toi, il y a personne qui vient t'embêter. Ça, pour moi, ça, c'est une règle. Même par rapport, ça n'a rien à voir, mais par rapport à ma taille, je suis assez grande. Je suis pas, bon, je fais 1m73 en soi, je suis pas si grande que ça. Ouais, mais pour une fille, on va dire que t'es pas petite. Et à partir du moment où quand tu fais 1m73 et que tu mets des talons, on va dire pourquoi tu mets des talons? T'es déjà grande, arrête. Et à partir du moment où tu mets tes talons, tu fais 1m73 et tu t'assumes complètement avec tes talons, même les gens qui sont frustrés vont pas venir t'embêter pour te dire que t'es trop grande. Et en fait, c'est ça, à partir du moment où tu t'assumes tel que tu es, que tu t'es éveillé, comme disait au début, à ta grandeur, voilà. À partir du moment où tu t'es éveillé à ce que tu es, il y a personne qui va oser venir te dire quoi que ce soit. Et c'est là, en fait, que je vais emmener les gens. C'est-à-dire qu'en fait, la vie des autres, on s'en fiche. C'est-à-dire que t'aimes mes cheveux ou pas, t'aimes comment je suis ou pas. Ça te regarde toi, tu vois. Mais les gens se permettent de venir te critiquer ou de venir t'embêter quand ils savent qu'ils peuvent le faire. Ouais. Et surtout, il y a une phrase qui dit, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur qui peut t'atteindre tant que l'ennemi de l'intérieur ne le permet pas. Voilà. Et si tu appliques ça d'un point de vue personnel, ça veut dire que tant que toi-même t'es pas open ou t'es pas faible finalement, bah, tout ce que les gens viennent dire, ça va pas t'atteindre. Voilà, ça t'atteint pas. Ça se trouve même quand des fois tu entends des blagues ou des choses, tu vas même pas t'en rendre compte parce que tu t'en fiches en fait. T'es tellement au-dessus de ça. Totalement. Et je pense que c'est cette transition-là, il faut que tout le monde soit justement, c'est le moment où il faut être fort. C'est que là, tu as envie de devenir comme ça. Ouais. Ça veut dire que je me comporte déjà comme ça, même si j'arrive pas encore à intérieurement, tu y es pas, mais tu commences déjà à te comporter tel que, et après tu prends confiance en toi, et puis après ça y est, les gens ils te laissent. C'est bon. Ok. Mais on est parti loin alors que tu étais en train d'expliquer déjà Tcheber, quoi. Le jour on est parti loin. Hein. On est parti très loin, mais c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Comment est-ce que tu t'es lancé, quoi, tu vois? Donc ta mère te donne ses économies. Voilà, on revient à ça. Elle croit en toi, elle t'a donné combien? 1 000 €, c'était ses économies. Donc, elle t'a donné 1 000 €. Avec 1 000 €, tu te lances. Voilà. Tu fais quoi? Alors, je fais un site internet. Ok. Je l'ai fait super rapidement. Il était affreux. Mais il était fonctionnel. Fonctionnel, voilà, c'est ça que on va j'avais dire posé ça. comme question. Et t'avais appris en école à faire ça, à faire des sites, ou en tout cas même à faire des cahiers des charges, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais après, j'ai utilisé une plateforme assez simple. J'ai utilisé Jimdo. Okay. Allez hop, petite pub. J'ai utilisé Jimdo. Et ça a été, j'ai fait un site web moche, mais fonctionnel. J'ai fait un logo pourri. Ouais, tu l'as fait toute seule? Ouais, toute seule. Okay. J'ai fait ça. Et j'ai commencé à faire des étiquettes. En fait, j'ai commencé à tout faire comme ça. En fait, j'ai fait ce qui me semblait logique. C'était... j'ai même pas cherché, tu sais, j'ai même pas été sur YouTube comment monter une marque de j'ai pas fait. Ok. Je me suis lancée comme ça. Tu t'es dit, vas-y, je pense qu'il y a besoin de ça, c'est logique alors en je fait. fais ça. Ok. Tu veux vendre de la poudre de chez B, il te faut un pot en fait. Tu vois. Tu vas pas la mettre comme ça, balancée, ouais, effectivement. Et j'ai commencé comme ça et j'ai réussi à rentrer en contact avec quelques autres Tchad. On m'envoie ma première commande. Je teste, bien sûr. Brut. Tu le mets c'est du produit brut que tu mets? À l'époque, oui. Ouais, d'accord. Parce que j'ai évolué entre temps. Ok. Mais à l'époque, c'est en 2017 que tout ça se passe. Ok. Donc, je teste. Je vois des résultats. Je vois des résultats tout de suite. Et ça, c'est ce qui m'a choquée. Ah ouais? Parce que, déjà, les produits que j'utilisais avant, on a tous fait, les vaselines, les pink, les produits qu'on utilise. Pareil, on utilise parce que les autres utilisent, mais on sait même pas. Voilà. Donc, et tu vois que tu utilises, t'arrives à manier tes cheveux un peu, mais c'est compliqué. L'effet n'est pas là. Et je vois que j'utilise le CB. Première utilisation, résultat tout de suite. Mais résultat, c'est quoi les vertus? En fait, au niveau de la texture de mes cheveux, j'ai fait un masque avec la poudre. Ok. J'ai fait un masque et directement, je retire le masque. Mes cheveux définis. J'avais jamais vu mes cheveux comme ça. Directement définis, hydratés, tout de suite. C'est-à-dire que mes cheveux n'ont pas poussé en une nuit. Ouais. Mais je suis juste au niveau de la texture, en fait. Et je me suis dit, waouh. C'est comme si, en fait, tu avais trouvé le bon produit adapté aux bons besoins, quoi. Voilà, ça avait matché, matching parfait. Exactement. Et du coup, je fais ça. Je me dis, ah ouais, c'est trop bien.
Donc, je commence. Je le dis pour les personnes qui font aussi de la cosmétique. Ouais. On n'a pas le droit normalement de commencer dans la cuisine, mais bien sûr, je l'ai fait. Comment ça, on n'a pas le droit? Non, bah, il y a de la réglementation. Il y a une réglementation cosmétique. Mais tout le monde commence comme ça. Oui. Même les secrets de Loli, elle m'a dit, elle a commencé dans sa bien cuisine. sûr, mais on n'a pas le choix. De toute façon. En fait, je repense à un podcast que j'écoute souvent où le mec, il dit, tu sais, moi, j'ai pas grandi avec commencé avec grand chose, mon business. On m'a juste donné 80 000 euros pour me lancer, tu vois. Ah. Je te jure qu'il a dit ça texto. C'est le montant minimum de ma levée de fonds. Quand je te dis que j'ai audacieux. posé mon casque comme ça, je dis, vas-y, j'arrête d'écouter ces gens. Non, mais sérieusement, mais en plus, c'est vrai que déjà sur Instagram, on a l'habitude des fois de voir des success stories. Quand les gens, ils te disent, il a commencé dans son garage. Déjà, le gars a un garage. Ouais. Déjà, le gars a un garage. Moi, j'aurais bien aimé commencer dans moi, les cartons de chez B que j'ai reçus au départ, ils étaient dans ma chambre. Ouais. Tu dormais dessus. Tout était mais c'est limite. Je te jure, j'ai des photos. Parce que je prenais des photos parce que je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, Célia, tu vas réussir dans ta vie. Ouais. Ces photos-là, tu vas en avoir besoin. Il faudra montrer aux gens. Ouais, je te jure, c'est vrai. Et tu peux m'envoyer une photo? Mais avec grand plaisir. Ah, c'est celle-là qu'on va utiliser sur LinkedIn. C'est ça? J'ai même tu sais, les chiffons avec lesquels je pré-cellule à la main. Je les ai gardés avec des taches noires dessus. Je les garde et dis, quand je vais percer là, je vais faire un musée chez BR. Vous allez voir. Prendre ça. Bien sûr. Okay. Non, parce que franchement, je vais pas mentir, même sur le moment, on a souffert. Avec ma mère, on a souffert. Forcément. Mais on savait. On savait, et comme je dis toujours, on a la mission derrière. Quand tu as ta mission, quand tu connais ton objectif final, tout ce qui arrive sur le moment, t'assumes parce que tu sais que tu le fais pas pour rien. Et donc oui, il y avait des cartons dans ma chambre, voilà. Il y avait des cartons de chez B, des cartons de peau vide, des cartons d'étiquettes. C'était dans ma chambre, la maison c'était une usine. C'était horrible, en même temps c'était bien. Ouais. C'était les deux. Avec le recul, tu te rends compte que. Avec le recul, ouais. Franchement. Et du coup, je sais plus où on en était. Mais voilà, donc ma mère elle met pas ses économies. Je fais un site internet, voilà. Je fais un logo, je commence à faire des pots, etc. La communication très facile parce que du coup tout le monde voit le reportage et personne ne vend du chez B. Je suis la seule à ce moment-là. Et je suis la seule, donc c'est facile. C'est facile, c'est facile. Attends, c'est facile. En quoi c'est facile? Parce qu'en réalité, les gens, ils ont leurs produits, ils t'attendent pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu fais déjà? Est-ce que tu étais déjà très porté sur les réseaux sociaux à ce moment-là? Non, pas du tout. Donc tu vois, c'est pas facile. Faut créer un compte, mais faut créer une communauté. C'est ça que tu me dis. C'est quand t'es dedans, tu te rends pas compte que tu fais des choses. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'as la tête dans le guidon, c'est tellement logique. Tu te dis, c'est l'étape, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, même quand il y a des difficultés, c'est normal. C'est là, quoi. Ouais, on y va. Okay. Et donc, donc j'arrête de dire ça. J'ai créé un compte Instagram. Non, Facebook à l'époque. Facebook, une page Facebook et tout. Et c'est vrai, non, t'as raison. Je passe quand même des soirées à communiquer, à dire, les gars, ça arrive et tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, avec le recul, tu te rends compte. Bah ouais, sur le coup, je pense que t'as oublié, mais ça peut pas être facile parce que les gens, ils sont là, ils sont dans leur vie, t'attendent pas. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc oui, je communique du coup. Je communique et mais genre les tu gens... fais des lives ou tu crées juste des posts non, régulièrement? alors ça a été très compliqué. Je suis quelqu'un de très 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 réservé de base. Ouais, c'est ce que t'as dit. J'ai du mal à... Enfin, j'avais, parce que j'ai évolué aussi sur ça. Ouais. Je me montrais pas. Et je pense que c'est ce qui a fait le avant-après de Cheb Air, parce qu'au début, on ne sait pas qui est derrière Cheb Air. Je ne montre pas forcément mon évolution, même moi, personnelle, capillaire. En fait, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de parler. J'ai pas... Voilà. Je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on sache. Même ma famille ne sait pas ce que je fais, mes amis ne savent pas ce que je fais. Personne n'est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Ah ouais. Je suis comme ça. Même d'ailleurs, mon école de commerce, je me suis inscrite, ma mère ne savait pas. J'ai passé mon permis. Un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai le permis. Elle m'a dit, oh, déjà, à quel moment t'as eu ton code? Moi, je suis comme ça. Tout caché. Tout ce que je fais, personne n'est au courant de ce que je fais. Et voilà. Et donc, je suis derrière et je bosse comme ça. Et tu crées ta communauté. Voilà. Et quand tu as commencé à communiquer, tu avais déjà les produits? Non. Ouais. Non, j'ai commencé avant de recevoir les produits. D'accord. Et puis après, les commandes commencent. J'envoie les commandes. C'est comment ils vont sur ton site? Ils vont sur mon site. Ils commandent et j'envoie. Horrible. Énormément de commandes d'un coup. Ah ouais? Pareil, je connaissais pas au début, donc au début j'envoyais dans des boîtes, dans des enveloppes à bulles. Donc des fois les gens qui recevaient les colis, c'était
c'était ouvert ou c'était abîmé. Ah ouais? J'avais énormément en fait, le problème ou pas, c'est que j'avais énormément de clients aux États-Unis. Donc, ça veut dire France-États-Unis. Le colis, il voyage trop. Le packaging. Ouais. Et moi, je connaissais pas tout ça. Je savais pas qu'il fallait une boîte et tout. Mais comment tu parles en anglais? Comment ça se fait que tu as des clients aux États-Unis? Parce que je pense que les États-Unis sont déjà beaucoup plus éveillés capillairement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont vu aussi le reportage. Et comme je dis, il y avait que moi qui en vendais. Donc, ça veut dire que tu marquais chez B sur Google, il y avait que moi qui sortais. J'étais la seule à sortir. Oui, en fait, il y a eu le reportage. Il y a eu le buzz du reportage. Voilà, et toi, tu as surfé finalement, sans le vouloir, tu as surfé sur le buzz qui a été généré par le reportage. Exactement. Et c'est ce qui fait que, voilà, donc tout ça, je connais pas, mais je le fais. J'envoie les colis, je fais des colis, et c'est ce qui va, voilà. Donc, je vais rembourser ma mère très rapidement. Du coup, tu as fait du bénéf, quoi. Énormément de bénéf. Tu sais combien de marge sur un pot? C'est ça qu'on veut savoir. Tu achètes combien, tu le vends combien? À l'époque, ça c'est des erreurs au début. Tu sais pas, parce que déjà j'étais la seule à le vendre, donc c'est moi entre guillemets qui a un peu décidé du prix. Ouais, c'est toi qui as créé le marché. Voilà. Et grosse erreur. Grosse erreur parce que en fait déjà j'avais pas conscience encore du fait que j'allais ouvrir une société. Parce qu'après il y a la TVA. Au début t'étais encore en mode voilà, et moi aussi je voulais payer mon école parce qu'en fait c'était juste avant de partir en Irlande. Oui, c'est vrai, c'est ça que t'avais expliqué c'est ça le truc. Et moi en fait j'ai fait un bénéf, mais le bénéf il était dans mes études, c'est-à-dire que moi l'argent il arrivait. Je recommandais de la poudre, je recommandais des pots, etc. Et après, je payais mon école avec ça. Et puis après, quand je suis partie à l'étranger, il a fallu payer le logement, il a fallu payer la vie sur place. Et même à un moment, c'était même avec Chez-Bert, c'était quand même compliqué. Parce que à la fin je me rappelle, j'ai fait un semestre là-bas. À la fin, limite, j'avais même plus de quoi manger. Donc ça a été dur malgré tout. Quand tu étais là-bas, tu vendais quand même? Oui, donc du coup, ma mère, ma sœur. Elles ont pris le relais? Ouais. C'est une belle histoire. Et même elles, les pauvres, du coup, elles savaient pas trop. Fais les pots, remplis les pots, mais combien de grammes? Tu mets 150 grammes, mais comment tu prends la balance? Où t'as rangé la balance? Mais bon, voilà, c'était comme ça. Elles ont dû mais t'as pas répondu à la question, t'as acheté combien chez B et tu le vendais combien? Honnêtement, le prix a changé. Et j'ai oublié, mais à l'époque, je pense que ça devait être aussi parce que personne n'était au courant. Enfin, tu vois, t'as un nouveau marché. Je pense que ça devait être 20 €. Tu vendais 20 € le pot? Non, moi, je le vendais 15 €. Et tout le monde me disait, Célia, augmente ton prix. T'achetais 20 € le kilo? Ouais, le kilo. Et tu vendais? Pots de 100 grammes, 250 grammes. Ah oui. Oui, donc c'est une bonne marge. Fois 10, ça fait... Mais après, je te dis le kilo, mais après, il faut compter aussi la douane. Les frais de port, non, mais déjà la douane. Okay. Avant les frais de port, il y a la douane. Il y a les frais de port qui sont énormes. Il faut compter aussi les pots. Il faut compter les étiquettes, il faut compter le site internet, il faut compter la communication, il faut me compter. Parce que du coup, je me payais pas en réalité. Je me suis pas rendu compte, mais les heures que j'ai passées sur ça, à faire tout ça, tu vois. Mais ça, de toute façon, c'est normal, tu payes pas, tu comptes pas. Voilà. Bien sûr. Donc, en réalité, la marge, en fait, elle est minime en réalité. Et mes études, du coup, tout est passé dans l'école. Mais t'as réussi quand même à payer. En fait, le chez B, t'as payé tes études quand ton job d'étudiant ne te permettait plus de le faire. Enfin, tu pouvais plus travailler pour le faire. Voilà, c'est ça. Mais même mon job étudiant en soi, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, ça a juste complété. D'accord. Parce que même les années, je réussissais mes années scolaires. Je passais une année, mais j'avais pas encore fini de payer l'année d'avant. Et ça va, l'école, ils étaient pas relous là-dessus? Écoute, j'allais les voir et puis je dis, je suis désolée, mais vous inquiétez pas. Et puis voilà, et puis tu fais comme tu peux. De toute façon, au final, il faut juste avoir fini de payer avant d'avoir ton diplôme. Donc, c'était le principal, c'était que je finisse de payer avant. Et du coup, grâce à Chez-Bert, j'ai pu. Donc, c'est Chez-Bert qui t'a payé ton diplôme. Et puis après, c'est une belle histoire quand même. Ouais. Et après, j'ai fait quand même une année de pause entre mes études parce que, comme je disais tout à l'heure, donc, t'as fait le bachelor? J'ai fait mon double bachelor. Après, j'ai fait une pause parce que même physiquement, je suis déjà pas grosse, mais j'étais maigre. Genre, ma montre, elle tournait autour de mon poignet. Je vois. J'en pouvais plus. J'étais vraiment KO. Donc, j'ai fait une année de pause. Donc, du coup, j'avais le cinéma et Chez-Bert. Et après, j'ai repris un master. Parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, je voulais quand même terminer mes études. Et surtout, mes études ont quand même aussi aidé énormément aussi à l'évolution de Chez-Bert parce que j'ai fait un master en entrepreneuriat et stratégie. Donc, ce qui m'a donné la possibilité de faire donc la première année à temps plein master et deuxième année, 1 semaine de cours et 3 semaines sur ton entreprise. En quoi? En quoi? En master. Enfin, pardon. Entreprise, dans quelle entreprise, pardon? Chez-Bert. Ah non, j'ai fait en sorte que ce soit dans mon entreprise. Ah oui, et ma dernière année, d'ailleurs, je suis la première de mon bachelor et je suis contente et je suis fière de dire ça.
Je suis la première de mon bachelor à avoir fait mon stage de fin d'année dans mon entreprise. Et ils voulaient pas. Mais quand tu étais en alternance? J'ai pas fait d'alternance, j'ai fait une année. T'as dit une semaine en cours et 3 semaines. Ça, c'était ma majeure de master. C'était l'entrepreneuriat. T'avais la possibilité de monter un projet, mais moi, du coup, j'avais déjà mon projet. Et j'ai dit, je veux le faire dans mon entreprise. Je croyais que c'était une alternance. Non, ça, c'était plus la dernière année de bachelor. Il fallait faire les 6 derniers mois dans une entreprise, justement. D'accord. Et j'ai tout fait pour faire dans mon entreprise. Mais tu trouves pas ça dommage, pour le coup? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je t'explique moi ma vision. C'est que l'intérêt quand tu es en train de faire une formation, c'est d'apprendre, tu vois. Et quand tu apprends tout seul, en réalité, tu n'as pas de tuteur qui vient te dire fais comme ci, fais comme ça. Tu vois, des gens qui vont te donner une expérience que tu vas utiliser toi-même pour ensuite pouvoir évoluer. Et c'est dommage, tu vois, quand tu fais ta formation, de ne pas avoir eu ça, parce qu'après, tu apprends des skills du milieu un peu corporate pour qu'ensuite, toi, tu puisses les appliquer dans ton entreprise, non? Je vois ce que tu veux dire, mais j'avais la chance d'avoir un incubateur dans mon école, donc j'étais pas seule. D'accord. Et justement, quand j'ai fait ma dernière année de bachelor et que je devais faire mon stage de fin d'année, et justement, ils voulaient, pour exactement ce que tu viens de dire, que je fasse absolument mon stage dans une entreprise. Et moi, j'ai pas voulu, donc j'arrêtais pas de dire j'allais au bureau des stages, non, je veux faire dans mon entreprise. Après, ils me disaient, demande au directeur de ta formation. Je suis partie dans les bureaux. Je veux faire dans mon entreprise. Après, il me dit, demande au directeur de l'école. Je suis partie voir le directeur de l'école. Je veux faire dans mon entreprise. Non, on va voir le bureau des stages. Les bureaux des stages, ils m'ont dit de venir vous voir. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de se lancer la balle parce que personne ne voulait me dire oui, personne ne voulait me dire non. Parce que, en fait, j'étais la première dans ce cas-là et ils savaient pas quoi faire avec moi. D'accord. Et après, je rencontre le directeur de l'incubateur de mon école. Donc, l'incubateur, son objectif, c'est justement de suivre les étudiants qui souhaitent ouvrir des entreprises. Normalement, c'est plus dans le numérique parce que c'est une école d'ingénieurs. Et voilà. Mais je vais le voir et non, à ce moment-là je suis encore en Irlande d'ailleurs, donc je fais ça à distance. Je l'appelle et je lui explique mon cas. Et il me dit mais t'as fait quoi déjà? Je lui dis j'ai déjà des clients. T'as déjà des clients? Je dis ouais. Et je dis j'ai fait un site internet. Mais t'as fait comment? Je lui explique, etc. Après il m'a dit vas-y, je te prends en stage. Ah, en fait, t'étais en stage dans l'incubateur et en réalité, tu t'occupais de ta boîte. Mon entreprise. Voilà. D'accord. Donc là, c'est mes premiers 6 mois. Donc après, j'ai mon bachelor, je fais ma pause, je reprends master et j'ai mon année entière du coup, donc en cours plein. Et la deuxième année sur mon entreprise, donc 3 semaines dans mon entreprise, donc chez Sheber et 1 semaine en cours. Et à ce moment-là aussi, Sheber va évoluer énormément. Je sors de nouveaux produits. Je me mets en réglementation. Tu crées ta boîte, tout. Tu l'avais déjà fait ça? Non, je l'avais déjà fait. Là, c'est plus la réglementation de cosmétiques. Voilà. Oui. Et parce que j'ai envie de me développer en B2B et vraiment de faire quelque chose de grand avec Sheber à ce moment-là. Parce qu'après, il y a le moment où des gens ils me demandent aussi est-ce que tu l'as fait juste pour payer tes études ou est-ce que tu l'as fait parce que tu as une mission par rapport à ton entreprise. Et non, moi, je sais que c'est une mission parce que sinon, j'aurais pu faire autre chose parce que c'est fatigant. Donc, c'est un choix de vouloir vivre tout ça. Donc voilà, donc moi je me dis non, c'est une mission et je vais développer cette entreprise. Et à ce moment-là, je refais tout, donc site internet, je refais le logo, je refais la charte graphique, réglementation carrée, et voilà, et je me développe. Et l'entreprise se développe, les commandes aussi, elles reprennent à fond. Parce que ça, c'est l'après-Covid, pendant Covid. Donc les commandes, elles reprennent. Je prends beaucoup de visibilité aussi à ce moment-là. Comment de la visibilité? Tout simplement, je pense que le fait d'avoir eu déjà un site internet qui soit beaucoup plus beau, donc ça convertit. Avec un meilleur storytelling, je commence aussi, moi, en fait, à me montrer. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Ce que je voulais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, voilà, maintenant je me montre? Je pense que c'est assez un développement personnel, une évolution personnelle. Je pense le fait que, comme je disais, quand je suis arrivée dans mon école de commerce, déjà, j'ai été confrontée à un autre monde. Il a fallu que j'arrive à accepter ça. Là, c'est une acceptation, par contre. À accepter ça et à me dire que... Parce qu'il y a ça aussi qui fait que j'ai choisi l'entrepreneuriat. C'est que je me suis dit, mes camarades, c'est mes futurs collègues. Est-ce que tu veux vivre ça? Par exemple, moi, j'étais tatouée. Et je me rappelle que quand je suis arrivée dans ma classe, personne n'était tatoué. Il n'arrêtait pas de me dire, mais déjà, c'est là, tu ne seras pas prise dans des grands groupes. Parce que tu es tatouée. Mais tu es tatouée où, sur le visage? Non, mais... et tu ne seras pas prise dans des grands groupes parce que tu es tatouée, etc. Et puis moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais attends, ils se disent ça.
mais il y a aussi mes cheveux. Parce que moi, j'étais du genre de personne, ok, je mettais des perruques, mais je suis du genre à mettre, voilà, aujourd'hui, j'ai une perruque courte, demain, j'ai les cheveux rouges, demain, j'ai un afro, demain, tu vois, moi, je suis comme ça, tu vois. Et je me dis, voilà, on va me poser des questions tout le temps sur tes cheveux, t'es tatoué, t'es comme ça. Quand il y avait des sujets, tu sais, même des sujets du quotidien, parce que oui, donc voilà, eux, c'était des gens qui venaient pas d'Evry. Donc, par exemple, des fois, ils avaient peur d'aller faire leurs courses. Et je dis, mais il va rien vous arriver, on est gentils, les gars. Des gens de Paris et tout qui voilà, c'est ça, des gens qui avaient de l'argent, des gens qui, enfin, voilà, leurs parents, comme tu disais, avaient payé leur année scolaire, ils se prenaient pas la tête, en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, tu vas être confrontée à ça. Parce que vu que j'avais des grandes ambitions, quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou professionnel, j'allais, par rapport à mes objectifs, avoir un grand poste. Donc, je me suis dit, c'est avec eux que tu vas être. Et tu vas devoir, voilà, avoir ça tout le temps. Et je voulais pas, en fait. Je me suis dit, non, j'ai pas envie. Déjà, en tant que femme, tu vas devoir prouver en tant que femme. Tu vas devoir prouver en tant que noire. Tu vas devoir prouver en tant que... Parce que t'es tatouée. Tu vas devoir prouver parce que... Or, alors que c'est pas parce que j'ai un dessin sur le poignet que ça veut dire que je travaille mieux ou moins bien, enfin, tu vois. C'est des codes, après. C'est juste des codes. Voilà, mais... Et j'avais pas envie, en fait... C'est ça qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? De te dire, bon, bah, vas-y, je vais faire mon truc. Aussi. D'accord. Ça, c'est l'une des choses aussi qui m'a poussée parce j'ai tellement de raisons. J'ai tellement de raisons. Mais ça en fait partie. Mais est-ce que tu te dis pas, je suis d'accord avec cette idée de dire que l'entrepreneuriat c'est l'autonomie, et comme c'est l'autonomie, ça fait qu'il y a un moment où tu peux faire les choses toute seule, t'as pas besoin des autres. Mais il y a un moment, je pense, au niveau d'entrepreneuriat où tu as besoin de plaire à des investisseurs, tu as besoin de plaire encore les clients. C'est mon cas là. Ouais, exactement, tu vois. Et donc finalement tu te retrouves un peu dans la même situation que celle que tu vivais avant. Même plus, parce qu'à la limite tes collègues, fuck, tu vois ce que je veux dire. Tu me calcules pas. Alors que les investisseurs là, t'es obligé, non? Comment tu le ressens ça? Oui et non, parce que après... Bon, là, je fais une levée de fonds participative. C'est-à-dire que ça touche tout le monde, pas que forcément de grands investisseurs, mais aussi, bien sûr. Et le but, c'est que ce soit aussi des personnes qui rejoignent mes valeurs. Donc, en soi, c'est pas si compliqué que ça. Sachant que le sujet, c'est les cheveux texturés. Donc déjà, j'ai pas de questions par rapport à mes cheveux. Ça, c'est vrai. Ça, tu vois. Et finalement, par rapport à ta négritude non plus. Voilà, cette question-là ne se pose pas. Et je pense que par rapport à mes tatouages, en plus, je suis pas tatouée sur le visage. On est en 2023, là, ça a un peu évolué déjà. Ça, c'est bon, c'est plus un problème. Ça, c'est bon, c'est plus un souci, je pense. Donc, non, ça va. C'est pas un tu ressens pas que tu as besoin de te travestir aujourd'hui pour entreprendre. Non, c'est ça. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose que je refuse parce que de toute façon, mon entreprise, c'est aussi moi. Et si je commence à me travestir, mon entreprise, elle va pas me ressembler. Et je suis sûre que mon entreprise ne va pas plaire non plus si elle ne me ressemble pas. Je vois. Ça, c'est une certitude. Je pense que les entreprises qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est des entreprises qui, justement, sont en lien aussi avec le porteur derrière. Totalement. Et en plus, ce que tu as dit, c'est que tu cherches à attirer des investisseurs, mais des investisseurs qui sont alignés avec tes valeurs. C'est ça. Donc, tu as besoin de rayonner fort, faire rayonner tes valeurs fort pour que derrière, ces investisseurs-là puissent matcher, quoi, tu vois. Exactement. Donc, au final, je comprends. Donc, ok, mais ça va. Vu que tu fais du cash, il y a des bonnes marges, pourquoi tu lèves des fonds? En réalité, tes clients auraient pu suffire, non? Alors, justement, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, tout simplement parce que ça fait 1 an et demi. 1 an et demi on va dire que j'ai terminé mes études, 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et comme je l'ai dit, j'ai fait de l'argent, mais l'argent était dans mes études, donc je l'ai investi surtout sur moi. Et aussi sur la réglementation pour mettre tous les produits que je vendais déjà aux normes. D'accord. Et c'est énormément d'argent. Ah ouais? C'est-à-dire que ne serait-ce que pour un produit cosmétique, il faut compter à peu près minimum, et je dis bien minimum 10 000 euros, ne serait-ce que pour être en règle, produire et revendre. Sachant que voilà, j'ai pas fait que ça. Maintenant aussi, la logistique, elle est externalisée, c'est-à-dire que c'est plus moi qui envoie les colis. La production externalisée, c'est plus dans la cuisine. Donc il y a aussi beaucoup de frais supplémentaires. Et en gros, s'il y aurait pas eu mes études, j'aurais pas eu besoin de faire de levée de fonds. Clairement. Mais là, pour justement redémarrer et faire une gamme complète pour donc nos cheveux magnifiques, texturés, pour aussi répondre aux besoins des hommes, parce que je me rends compte qu'il y a
énormément d'hommes qui veulent prendre soin de leur barbe aujourd'hui. C'est ce que j'allais te poser. Ça marche sur la barbe? Oui, tu vois. Ok. Tu vois, c'est cette question, je l'ai tout le C'est temps. obligé. Mais là, tu dis depuis l'heure, je pose des questions basiques, mais quand même. Non, vraiment. Et est-ce que ça fait repousser les cheveux? Parce que ça aussi, on a la calvitie. Nous, c'est nos problèmes. Oui, c'est ça. Et justement, c'est les hommes. Et je me rends compte aussi, justement, à travers tous les événements que j'ai pu faire. Par exemple, là, dernièrement, j'ai fait la Bible Black Cruise en tant que Cheb Air. Oui, si, j'avais vu. Et du coup, j'ai pu être en contact du coup avec mes clients et surtout avec beaucoup d'hommes avec qui j'ai pu discuter justement de ces sujets-là. Okay. Et je me suis rendu compte que, voilà, même quand ils parlaient entre eux, parce que des fois j'étais là et j'écoutais, ils me disaient qu'ils font des trucs de fou. Ils vont à la pharmacie chercher des compléments alimentaires de ceci, ils utilisent telle huile pour faire ça. Et oui, vous êtes démasqués. Et vous êtes énormément à faire ça. Et même les gars, je les connais pas, mais entre vous, même oui, vas-y, envoie-moi le lien de. Je me suis dit, ouais, c'est comme ça en fait. Ah ouais? Et non, moi, on m'avait parlé d'un truc de l'huile de ricin pour faire repousser. Parce que, en fait, l'homme, il veut une belle barbe et il veut régler ses problèmes de. Voilà, t'as tout compris, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est aussi simple que ça. Mais après, bon, il y en a des mecs comme moi, nous, on assume la boulazette, tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends que on cherche des solutions, tu vois. Parce qu'il y a des gens, toute leur masculinité, elle est dans leur contour, dans la barbe et tout. Et on a des problèmes. Ces problèmes-là sont presque aussi cruciaux que ceux que les femmes ont avec leurs cheveux. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une réelle demande. Ouais, non, totalement. À laquelle je souhaite répondre. Et oui, non, vous faites énormément de choses. Et l'huile de ricin, ça fait pas pousser les cheveux, ça fortifie. En fait, ça évite la casse du cheveu. Moi, je croyais que ça repoussait les cheveux, non? Non, mais en soi, en fait, les cheveux... Bon, après, là, les hommes, c'est autre chose après, parce qu'après, il y a aussi les hormones, etc. Mais en soi, pour tout le monde, en fait, les cheveux afro, je le dis et je le redis, ils poussent. Nos cheveux poussent, ils poussent très bien, mais ils se cassent énormément. D'accord. Et en fait, c'est là qu'on peut avoir l'impression justement que l'huile de ricin fait pousser les cheveux, c'est parce qu'en fait, ça va retenir nos longueurs. Et comme nos cheveux ne se cassent pas, on a la possibilité de les voir pousser. Mais c'est pas forcément une huile qu'il faut mettre sur le cuir chevelu. En plus, c'est une huile super épaisse, donc c'est pas forcément la meilleure pour ça. Mais quand on a de l'alopécie ou de la calvitie, mais là, c'est faire recréer le cheveu. Je sais pas comment ça n'existe pas. Faut réveiller le bulbe, en fait, qui s'est endormi ou qui n'existe plus. Donc après, voilà, il y a avoir des actifs cosmétiques pour ça, ou il y a plein de choses, justement, qui... D'accord. Et le chébé fait ça? Et le chébé, donc la particularité du chébé, c'est de retenir les longueurs aussi. Donc ça fait pas pousser les cheveux. C'est-à-dire que même qu'on voit donc les femmes Bassara qui utilisent le chébé, elles n'en mettent pas sur leur cuir chevelu. Elles le mettent uniquement sur leur longueur. Et elles ont les cheveux super, 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 super longs. Parce qu'en fait, le chébé apporte une hydratation aux cheveux et évite la casse du cheveu. C'est-à-dire qu'en fait, le cheveu, limite, il est incassable. Enfin, il se casse plus. C'est ça, en fait. Et tu vois, encore une fois, voilà, ta longueur arrivée et t'as des cheveux surtout de très bonne qualité, en très bonne santé. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, quand j'ai vu, ne serait-ce que par rapport à ma transition capillaire. Donc, comme je disais, cheveux défrisés, abîmés, cassants. Puis, j'avais aussi fait des décolorations. Enfin, bref, j'avais tout fait. Et au niveau de la santé déjà du cheveu, tu vois que ton cheveu il est vraiment en meilleure santé, qu'il est. C'est quoi un cheveu en bonne santé? J'ai du mal à comprendre cette notion-là. Alors un cheveu en bonne santé, c'est un cheveu fort justement qui va pas se casser dès que tu vas un peu tirer dessus ou autre. C'est un cheveu brillant, c'est un cheveu doux parce que les cheveux crépus ne sont pas secs, ils sont doux. D'accord. Et voilà, en soi, c'est ça, un cheveu en bonne santé. Ok. Voilà. D'accord. Et ça, c'est toutes les vertus du chébé. Voilà, c'est ce que le chébé apporte. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer maintenant, relativement à ta levée de fonds, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que We Do Good, en réalité, on connaît pas bien cette plateforme. C'est ça, on connaît que les autres plateformes. C'est ça. Alors, c'est une plateforme qui est très, très intéressante. Pourquoi? Donc, je vous explique. Déjà, comment tu l'as découverte? Alors moi, je l'ai découverte comment? Je crois que c'était justement en cours. C'était un cours, j'ai fait un D2E après diplôme étudiant entrepreneur. Et en fait, un D2E? Ouais, j'ai fait ça aussi après mon master. Ah, diplôme étudiant entrepreneur. Voilà. C'est une sorte de DU, c'est ça? Oui, c'est ça. En soi, en fait, c'est sur une matière précise, quoi. En fait, oui, toute l'année, t'as cours une fois par mois, là, par contre. Sinon, t'as 100% après sur ton entreprise et tu as des experts qui viennent te voir pour te faire évoluer sur ton projet. C'est bien. En fait, tu t'es beaucoup formé à l'entrepreneuriat, en vrai. C'est ce qu'il faut, en réalité. Non, parce que je vois, t'as fait
le master, le D2E. Après, tu étais accompagné, nous on s'est rencontrés chez Awa. Ouais. Toujours. Faut toujours se former, même si on dit oui, il y a les soft skills, etc. Mais en réalité, comme on dit, la chance aussi, ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà, comme on dit, regarde le Chébé, il y a eu le buzz, etc. Après, je pouvais arrêter et ne plus réussir. Il faut se former, on n'a pas le choix. C'est la formation qui t'a aidé. Il faut évoluer. Ok, donc tu as fait ton D2E. Voilà, et en fait, il y a quelqu'un qui est venu justement parler des financements et on entend tout le temps la même chose. C'est ce qui va être crowdfunding, même si c'est une forme de crowdfunding, We Do Good, mais voilà, c'est un peu différent. Mais on va entendre voilà les BPI, on va entendre les levées de fonds classiques, etc. Et donc, lui, il a apporté quelque chose de nouveau que je connaissais pas, donc il s'appelle We Do Good. Donc, c'est une plateforme qui permet de faire des levées de fonds participatives. Donc, tout le monde peut investir, que tu sois investisseur ou pas. Tu peux investir en tant que personne physique, mais aussi en tant que personne morale. Et en fait, ça te donne un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise sur 5 ans. Donc, c'est des royalties. C'est comme ça qu'on appelle ça ? C'est ça. C'est des royalties, en fait, que tu vas toucher. Et il y a possibilité de multiplier son investissement par 3 au maximum. Donc, si tu mets 1 euro, tu peux récupérer maximum 3 euros cumulés sur 5 ans. Mais c'est pas garanti. C'est potentiel. Voilà, c'est potentiel. Donc, c'est au maximum. Et quoi qu'il arrive aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu ne perds pas ton investissement. C'est-à-dire que si l'entreprise fait moins que prévu, au niveau du prévisionnel, quoi qu'il arrive, tant que l'entreprise est en activité, elle rembourse à 100% l'investissement. Ah ouais ? Et c'est l'entreprise qui rembourse ? Oui, donc en fait, c'est le chiffre d'affaires, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires en fait qui est garanti. C'est We Do Good qui s'occupe de tout, c'est-à-dire que c'est We Do Good qui s'occupe du contrat, c'est We Do Good qui s'occupe de faire les virements, donc aux investisseurs. Donc tout est totalement encadré. D'accord. Et donc du coup c'est super pour l'entreprise, pour l'entrepreneur. Donc c'est très bien pour moi et c'est aussi très bien aussi pour les investisseurs. Ouais, ils sont sécurisés quoi. Ils sont totalement sécurisés. Des fois tu mets de l'argent chez les gens et c'est un vrai pari, alors que là le pari est moins risqué, on va dire. Il est beaucoup moins risqué. Il est organisé, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas d'histoire que ton virement, aujourd'hui, il arrive le 5 et après, il arrive, je sais pas, le 20. C'est pas moi, c'est la plateforme qui s'en occupe. C'est-à-dire que moi, mon entreprise, j'évolue. Non, tranquille, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent. Ouais, donc l'entreprise, elle évolue. Tranquille, c'est rien. C'est bon ? Ouais, c'est Elle évolue, tu continues à atteindre tes objectifs, à faire fructifier du coup de l'argent tout simplement, et tout est encadré derrière. Et c'est pour ça que même, on va dire mentalement, le porteur de projet comme l'investisseur, il est tranquille. Et c'est ce que j'aime en fait avec cette plateforme-là. C'est-à-dire que l'investisseur, lui, il prend des parts dans ta boîte. Non, il prend pas des parts, il rentre pas au capital. Ah, moi je croyais qu'il rentrait au capital. Voilà, non. Et c'est pour ça que c'est bien aussi. Ouais, c'est du crowd lending. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sous une autre forme en fait, mais tu rentres pas au capital, juste ça te donne droit à un pourcentage du chiffre d'affaires. Ok, j'ai compris. Que tu reçois trimestriellement pendant 5 ans. Ouais, c'est un prêt que tu fais à la personne qui se lance. Voilà, c'est pas un don. Parce qu'il y a des gens qui donnent dans les crowdfunding, habituellement, on donne. Voilà, moi, c'est pas je cherche pas des dons. Comme je l'ai dit sur LinkedIn, justement, investissons ensemble, évoluons ensemble, parce qu'en fait, votre victoire sera la mienne et la mienne sera forcément la vôtre, en fait. Tu sais que j'avais pas compris ça, alors qu'on parle depuis longtemps, j'avais pas capté ça. Moi, je croyais qu'on prenait des parts, en fait. Ah, voilà. Ok, c'est un prêt. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, voilà. Globalement, c'est comme ça. Mais pourquoi il y a cette phase-là d'audit avant les phases d'investissement ? C'est ça que j'ai pas vraiment compris. Alors, en fait, l'objectif de la plateforme, c'est d'être sûr que d'être sûr, on n'est jamais sûr pour eux en tout cas, on va y arriver, on va y aller parce qu'on est ensemble les gars, c'est ça. Mais en tout cas la plateforme a besoin d'être sûr qu'il y a des personnes qui vous suivent dans votre projet. Ils ont besoin d'être sûrs que la levée de fonds va fonctionner, va réussir. Et en fait ils demandent d'avoir un minimum d'évaluation du projet, ne serait-ce que déjà même pour les personnes qui vont investir directement, ils vont voir qu'il y a tant de personnes qui ont déjà évalué le projet, qui ont donné leur avis sur le projet et qui ont investi avant même la levée de fonds. Du projet. Donc ça veut dire que déjà toi t'arrives, tu vois ça, tu te dis ok, déjà
Je suis pas le seul, déjà d'une. Il y a des personnes qui ont pris le temps de lire toute la présentation, parce qu'il y en a, ils n'ont pas envie de lire, mais il y a des personnes qui ont pris le temps de faire ça et de poser des questions. Moi, ça m'a aussi fait évoluer parce que la présentation que j'ai mise sur la plateforme au premier jour et aujourd'hui, elle a changé. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, Célia, il manque telle information ou telle information n'est pas forcément nécessaire ou je devrais peut-être appuyer plus sur ça. Donc moi aussi, ça me permet d'avoir une page parfaite pour ma levée de fonds, donc, grâce à vous et vos évaluations. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Parce que là,